gratuit, je le dis parce que pour vous c'est un petit peu petit, voyage dans les villes intelligentes entre Datapolis et Participolis, et vous citez notamment les villes de Beyrouth, Bordeaux, Boston, Shanghai, Copenhague, Jakarta, Dubaï, etc. Alors on voit que vous avez vraiment une vision transnationale de la problématique des villes intelligentes. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience de ce qui se passe à l'étranger? Comment est-ce que les citoyens participent à la construction de ces villes intelligentes? Merci. D'abord, je précise qu'il ne s'agit pas de publicité dégoûtante, que ce livre est gratuit. Je n'ai jamais sous-entendu ça. Non, mais je veux dire, c'est très gentil. Je l'ai apporté pour que vous l'ayez. Mais ce livre est gratuit et vous pouvez bientôt vous pourrez le télécharger gratuitement sur mon site ou sur celui de l'UNESCO. Il y a une version en anglais et en français qui va sortir dans quelques semaines. Donc, c'est une réflexion à la disposition de tout le monde que j'ai baptisé « Essai reportage ». On va voir ce qui se passe et on essaye de réfléchir un peu. Alors, je voudrais commencer par une brève introduction sur l'histoire de la ville intelligente. Le problème fondamental, c'est que ça a été lancé par de très grandes compagnies américaines, Cisco, c'est pas parce qu'elles sont américaines, mais elles sont très grandes, Cisco et IBM. Et en fait, les maires, les conseils municipaux sont exposés à des gens qui viennent leur dire on va rendre votre ville intelligente. Or, ces gens qui viennent dire ça ne sont pas crédibles parce qu'ils sont intéressés, ils vendent leur truc. C'est tout à fait légitime de vendre son truc, mais il faut faire attention pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils nous vendent avec ça. Et on voit, face à ce mouvement qui commence à gagner de l'importance, une réaction de plus en plus forte contre la ville intelligente et contre les technologies de l'information. Ce qui est dommage, parce qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. Dans les réactions contre, il y a un bouquin d'un type qui s'appelle Adam Greenfield et qui s'appelle Against the Smart City, contre la ville intelligente. Et j'ai interviewé la responsable du laboratoire de la chargée de piloter la transformation de la ville de Mexico en ville intelligente. Elle me dit, je ne veux pas d'une ville intelligente telle qu'on nous la propose. Quand j'ai interviewé la responsable de la future mise en place, il y a quelques mois, donc peut-être ça a été mis en place maintenant, du comité de travail de la ville de Rennes pour savoir qu'est-ce que pourrait être une ville intelligente, elle a commencé par me dire la même chose. C'est dommage car les technologies de l'information sont utiles, les questions de sécurité qui ont été évoquées, qui sont aussi le thème de notre panel, de notre table ronde, ça permet de prendre des décisions en temps réel, qu'il s'agisse des inondations à Rio, de la circulation dans certains endroits. Et le grand problème, c'est que la plupart du temps, les maires, les conseils municipaux, les responsables de territoire n'ont pas de stratégie face à ça. Et quand ils ne sont pas contre, ils acceptent souvent n'importe quoi. Et par exemple, j'ai tendance à penser qu'on abuse beaucoup du terme collaboratif. Uber n'a rien à voir avec l'économie du partage. 80% des voitures, pas Uber Pop justement, ce qui est un double drame quand on l'interdit, les 80% des autres voitures appartiennent à des entreprises. C'est variable suivant les pays, et donc ça n'est pas de l'économie du partage, c'est une technologie qui permet de rapprocher les gens qui ont service à offrir et les gens qui ont besoin d'utiliser ce service. Donc il faut faire attention à ça. Alors ceci étant, je pense qu'on ne comprend ce que je veux dire quand on parle de Datapolis et Participolis que si on fait un très bref retour sur l'histoire du PC et des technologies de l'information. En gros, au départ, il y avait d'un côté, il y a des livres là-dessus, il y avait d'un côté le Stanford Research Institute, l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, il y avait les hippies. Les hippies qui luttaient contre la guerre du Vietnam, les hippies qui prenaient du LSD et qui étaient pour l'intelligence augmentée. Et la tête de proue de ce mouvement, c'est Doug Engelbart, le gars qui a inventé la souris et l'interface graphique qui nous permet effectivement d'augmenter notre intelligence et d'utiliser les technologies de l'information. Avec le passage au web, à l'Internet d'abord puis au web, il y a une tension entre la centralisation et l'autonomie aux marges, et on voit apparaître entre les algorithmes d'un côté et l'architecture de participation. L'architecture de participation, c'est la structure de l'Internet et du web, c'est ce qui nous permet non pas de tout faire verticalement, mais de faire des choses horizontalement, de travailler avec des gens que nous ne connaissons pas. Alors, donc, la proposition, ça consiste à dire, il ne faut pas rejeter toutes les technologies, il faut se méfier de quelque chose qui repose essentiellement et souvent uniquement sur l'infrastructure, et il faut essayer de faire participer les gens, comme vous venez de le rappeler.
Alors j'ai pris quelques exemples que j'ai vus un peu partout. D'abord, je rappelle ce que disait Carlos Moreno tout à l'heure, les piscines verticales de la Seine-Saint-Denis. C'est une question d'occupation du territoire, d'exercice du pouvoir sur un territoire par les gens. Et la question qui est fondamentale, ça n'est pas seulement, et je ne vois presque jamais ça en France, ça n'est pas seulement de permettre aux gens de faire quelque chose, c'est d'écouter ce que je crois que vous avez dit d'une certaine façon, c'est d'écouter ce que les gens font. Alors, les exemples en question, les food trucks de San Francisco. En gros, il y a 6-7 ans, les food trucks, c'est-à-dire les camions de nourriture, les camions restaurants, étaient interdits. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils ont utilisé Twitter pour informer leurs clients de l'endroit où on pouvait les trouver. Les restaurants, voyant ça, se sont dit « Ah ben, on va prendre leur liste Twitter » et ils ont dit aux clients des camions restaurants « Mais nous, on a quelque chose à vous offrir ». Et puis, ça a pris de telle dimension que l'État de la Californie a autorisé les camions restaurants, tout ça par l'utilisation de Twitter, par des gens qui vendaient de la bouffe à la sauvette, si j'ose dire. Les hackers de Singapour, ils ont organisé des hackathons pour régler des problèmes de santé, pour régler des problèmes de mobilité, pour amener le transport. Ils ont été obligés d'obtenir des autorités des données sur le transport, et ensuite ils ont mis des applications à la disposition des gens. À Jakarta, j'ai rencontré un type qui a créé un site qui s'appelle Lewatmana. Jakarta, c'est une des pires villes du monde en termes de circulation. Il a commencé par utiliser les caméras en circuit fermé, les caméras dont on parlait tout à l'heure, pour voir les voitures qui passaient par là. Et puis au bout d'un moment, les gens ont commencé à mettre des caméras dans leurs propres fenêtres et à donner des informations. Et maintenant, le gouvernement de la ville de Jakarta est en train de se dire que ce serait peut-être important de s'intéresser à la circulation pour que les gens sachent à quoi ils s'exposent. Autre exemple, la sécurité de la ville de Beyrouth. Il y a une application qui permet aux gens de se dire où il y a des barrages, où il y a des attentats, où il y a des manifestations. Ils se procurent leur propre sécurité. En France, Belgique, il y a jacques7.com. Ce sont des gens qui font le relevé des endroits où les personnes à mobilité réduite peuvent passer sans trop de problèmes. Et le pire exemple que j'ai rencontré, en tout cas moi ça me pose quelques problèmes, c'est une application, je ne les ai pas vus ceux-là, je les ai trouvés sur le web, c'est une application qui s'appelle Sick Weather, le temps et les gens malades.com. Ce sont des gens qui prennent les données de Google sur l'endroit où il y a des épidémies de grippe qui sont en train d'apparaître, et de façon à ne pas passer par les quartiers où il y a des gens où il y a beaucoup de gens qui ont la grippe. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens utilisent les technologies pour exercer un pouvoir, et donc on a une tension qui est extrêmement riche entre les algorithmes qui présentent certains intérêts et l'architecture de participation. Le problème, c'est de les écouter. Et ce qui est fascinant quand on va dans les villes, on demande aux responsables « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens font dans vos villes ?» Ils me répondent très souvent « Nous, on a des réunions de quartier, on entend ce qui se passe, mais je vous demande, messieurs les élus, qui va dans les réunions de quartier? Est-ce qu'on trouve beaucoup de start-up dans les réunions de quartier? » Et donc, en fait, on ne sait pas. J'ai rencontré un numéro 2 d'une très grande ville de France. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe dans ta ville ?» Et dans ce domaine-là, il m'a répondu « Je ne sais pas vraiment. » Et dans les autres, on n'a jamais été capable de me donner des informations. Merci beaucoup. Alors on parle beaucoup depuis ce matin des outils numériques déployés dans les villes, donc dans des structures en fait relativement denses. Gwenagan Bui, excusez-moi, je ne vais pas vous cacher votre nom. Vous êtes député du Finistère, donc un territoire plutôt excentré par rapport aux outils numériques. Vous êtes également vice-président du syndicat mixte Mégalis, dont l'objectif est de déployer les outils numériques dans les territoires. Est-ce que vous pouvez nous repréciser les enjeux de ce déploiement? Oui, c'est une intervention un peu décalée par rapport aux interventions de mes prédécesseurs. Je serais tenté de dire qu'elle revient un petit peu à la base des outils numériques, c'est que s'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de numérique. Pour être sûr et collaboratif, d'abord il faut avoir les infrastructures. Or, moi j'ai des territoires en Bretagne, on est encore à 512 kilo-octets. Donc tout ce que vous pouvez dire, messieurs, c'est intéressant, mais vous êtes dans un monde dans lequel nous ne sommes pas encore entrés. Alors comment est-ce qu'on peut y rentrer quand on est breton? Quand on est breton, d'abord on regarde combien ça coûte. Et
en plus finistérien, comme le dit mon voisin, c'est-à-dire le bout du bout. C'est dans le dispositif d'État qui avait été mis en place antérieurement par le gouvernement de François Fillon, c'était ce qu'on appelait le zonage AM2I qui permettait aux grandes entreprises privées d'aller fibrer dans les endroits plus faciles et plus rentables, les grandes villes. En Bretagne, ça avait une conséquence, et c'est une conséquence directe. C'est 60% de notre territoire n'est pas couvert, 60% de la population et 80% du territoire. C'est-à-dire que si l'action publique n'intervient pas pour développer cette infrastructure, c'est 80% de la Bretagne qui ne verra jamais ce que vous avez décrit très bien, tous ces services. Or, la population bretonne, comme n'importe quelle population rurale en France, réclame d'avoir accès aussi à cette technologie qu'elle voit à la télévision, qu'elle entend par les discussions avec sa famille. Si on ne se met pas en ce moment-là en situation de faire rentrer nos territoires dans cette nouvelle société, à ce moment-là, nous aurons perdu la guerre économique qui est engagée et qui a été présentée assez rapidement par Frédéric Lefebvre. C'est-à-dire que nous ne participerons pas au jeu international et non plus au jeu du développement social de nos territoires. Sauf que ça coûte excessivement cher, 2 milliards d'euros d'argent public. 2 milliards d'euros. Et donc on est, à la différence de mon voisin Santini qui disait il n'y a pas de problème d'investissement, si, c'est colossal. C'est pour un territoire comme le nôtre, quand on est à Brest, on a pour 4h30 de train aller, 4h30 de train retour. C'est-à-dire que vous êtes un chef d'entreprise, vous avez un rendez-vous à faire à Paris, dans un pays qui est quand même très centralisé, c'est une journée. Non, parce que l'avion, vous en avez pour 3h aller, 3h retour. Donc la question de la distance est pour nous vraiment quelque chose de lourd, et donc la question de la connexion numérique devient fondamentale pour faire ces visioconférences, pour échanger des documents, pour essayer d'optimiser le temps et d'être plus compétitif. Ces 2 milliards d'euros, il a fallu mettre toutes les forces en présence, ensemble. Toutes les intercommunalités de Bretagne, les 4 départements et la région ont créé un syndicat mixte pour travailler sur les infrastructures. Parce que, pour vous donner un peu l'enjeu, en moyenne, le prix de déploiement d'une prise en Bretagne, c'est 2 000 euros. 2 000 euros d'investissement par prise. Or, aucune collectivité locale n'est capable seule de mener ce défi. Mais c'est la moyenne. Il y a des territoires en Bretagne, c'est 4 000 euros. Ça veut dire que c'est un luxe qu'ils n'atteindront jamais. Donc il a fallu faire un choix collectif, quelles que soient les couleurs politiques, quels que soient les territoires, en se mettant ensemble et en mettant tous nos moyens financiers. Tous nos moyens financiers, ça veut dire les fonds d'État, les fonds européens, les fonds régionaux, les fonds du département, pour permettre une péréquation interne. Est-ce que vous permettez de vous poser une question, peut-être candide, pourquoi est-ce qu'on ne se base pas plutôt du coup sur le sans-fil ? Parce que sur le sans-fil, quand vous utilisez le WiMAX ou le satellite, vous n'avez pas du tout les mêmes capacités. Je pense plutôt 3G, 4G. Mais parce qu'on n'y est pas encore. Parce que moi, vous venez chez nous et vous verrez que le téléphone portable, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, beaucoup. Donc on nous déploie des nouvelles technologies quand on est ici à Paris, ici les Moulineaux, ou dans les ministères en nous disant « Regardez le monde qui arrive ». La réalité, c'est pas ça. Vous avez encore le téléphonie mobile avec des opérateurs qui ne sont pas là, vous avez des problèmes de concurrence, vous avez des problèmes d'accès technologique non filaire, et quand on raisonne à 10, 15 ou 50 ans, on sait que la bataille, ça va être d'avoir la construction d'un réseau solide, qui permet du montant et du descendant, et donc quand on raisonne comme ça, il n'y a pas d'autre choix que de faire de la fibre optique. Mais 2 000 euros par prise. Et donc il faut qu'on soit intelligent, et on l'a été dans ce syndicat mixte mégaliste, pour que la péréquation se fasse entre nous. Et que chaque EPCI, donc chaque intercommunalité, n'ait qu'à payer 445 euros, quelle que soit sa situation en Bretagne. Après, le reste, quand on arrive à 4 000 euros, donc les 3 600 euros supplémentaires, c'est les autres qui participent financièrement. Et pour nous, c'est fondamental, ça, pour au moins 3 raisons. La première, c'est ce que je vous disais, la distance au centre de décision, la distance à Paris, pour nos chefs d'entreprise, pour les administrations, c'est colossal. C'est essentiel pour éviter qu'une région comme la Bretagne explose. Parce que lorsque vous apportez un service aux grandes métropoles comme le très haut débit, la fibre optique, vous lui donnez un avantage comparatif supplémentaire. Mais déjà, ce sont des zones de développement économique, vous avez les universités, vous avez les emplois métropolitains supérieurs. Sauf que la France, ce ne sont pas que les métropoles. La France, c'est aussi son réseau de villes moyennes. Or, les villes moyennes sont aujourd'hui à genoux. Et c'est aussi le rural. Mais la France, c'est un continuum entre le rural, les villes moyennes et les métropoles. Donc si on ne donne pas les mêmes droits dans les villes moyennes ou dans le rural, on va avoir un décrochage. Parce que je rappelle que le contribuable, qu'il soit dans l'urbain ou dans le rural, il a les mêmes droits, mais les mêmes devoirs. Il paye toujours les impôts.
Donc, dans le monde rural, les électeurs demandent aussi à avoir ça, cette technologie. Et ça devient fondamental pour le développement de nos territoires ruraux. Parce que lorsque vous êtes dans un bourg de 600, 800 habitants, et vous discutez avec un maire, le maire vous dit qu'aujourd'hui, les nouveaux habitants, quand ils viennent demander à s'installer dans tel ou tel territoire, ils se posent 3 questions. Les impôts locaux,